Bonjour tout le monde, donc toujours dans le cadre du programme de langue française, les classes terminales, voilà, toutes les branches confondues, sauf que pour les LPH et les langues, on a un quatrième projet, on a le récit fantastique ou bien le récit imaginaire au niveau du quatrième projet, alors que les trois projets sont identiques avec les autres branches, les gestions, les scientifiques, MTM et LPH et langue. On a le texte historique, on a vu au niveau du premier trimestre, on a parlé du texte historique. On a vu aussi la visée du texte historique. Le texte historique qui a une visée informative, explicative, analyse. Si on a dans le texte, on a des chiffres, on a des statistiques, comme on a vu avec Mahfoud Qaddash. Voilà, pour la description des situations sociales et économiques, ou bien autre, la démographie de la population musulmane et européenne, voilà, dans les années 20, pendant le colonialisme français. Donc, Mahfoud Qaddash, dans ces deux textes, pardon, il était obligé d'expliquer, de donner plus d'explications ou bien plus de crédibilité à son texte historique en donnant des tableaux de statistiques officiels, voilà, qui étaient officiellement dans le ministère de l'Intérieur de l'État français à cette époque-là. Voilà, donc entre 1920 et 1865-1921. Donc on a vu aussi la croissance, le mouvement de naissance et des décès chez les musulmans et les Européens. Et il a donné aussi des statistiques, des chiffres. Donc dans ce texte historique, on a ajouté une autre visée à part la visée de base qui est une visée informative. Le texte historique informe. Donc on a ajouté une autre visée, c'est l'explication. Voilà. Sinon, informer, expliquer, narrer. L'historien, il peut narrer des événements. Donc l'historien, il n'est qu'un narrateur d'un récit réel. Donc pour narrer, il va utiliser l'imparfait et le passé simple comme les temps du récit. Donc les temps du récit en général, l'imparfait et le passé simple. Et le texte historique comme étant un récit réel. Donc il obéit au temps des récits en général. Donc l'imparfait et le passé simple. Donc si l'auteur, si dans un texte historique, on a l'imparfait et le passé simple, donc on va ajouter une autre visée à part la visée informative et la visée explicative par des chiffres et des statistiques. On ajoute une visée narrative. Si l'auteur a participé dans l'événement historique en question, donc il a vécu cet événement, il va nous raconter cet événement avec une émotion, avec un sentiment, parce qu'il a vécu l'événement historique. Des personnages comme Farhat Abbas, comme on a vu beaucoup de textes comme Delphine pour mémoire, voilà. Voilà, si je me souviens bien, Delphine pour mémoire, on a le pronom je, donc celui qui raconte l'historien, donc il a participé à cet événement, donc historique. Donc quand on a le je, ou bien le pronom je, ou bien le pronom nous dans un texte historique, donc on ajoute une autre visée qui est un témoignage, donc qui est une visée, donc le texte historique va prendre une autre dimension qui est la dimension argumentative. Donc, et on sait bien que le texte argumentatif, il a une visée, c'est convaincre et persuader. Pourquoi? Parce que l'auteur ou bien l'historien est un narrateur et en même temps, il a vécu cet événement. Voilà, Delphine pour mémoire, à la page 27. Voilà, on a vu ça au niveau du premier trimestre. J'ai dit, voilà, devant moi, j'ai 10 ans, pardon, devant moi, un homme marche sur le trottoir. Donc, le je, il est clair et net, le pronom je. Je n'ai jamais oublié cet Algérien inconnu. L'Algérien, il a été humilié par un barrage de l'armée française à cette époque-là. Donc, l'utilisation de je dans un texte historique. Donc, le texte historique,
va prendre une dimension argumentative. Ou bien on va dire que l'auteur, il était un témoin. Donc il rentre dans le cadre du témoignage. Donc le témoignage dans le texte historique, c'est quand on a le pronom je ou bien le pronom nous. Donc on a un témoignage. On a un personnage historique qui a vu et qui a participé à cet événement historique national ou international. Donc généralement, on n'a que des textes qui ont relation avec notre histoire nationale. Donc il ne faut pas oublier que la visée d'un texte historique, d'abord, la visée de base, c'est la visée informative. Parce que, étant donné que le texte historique est un texte expositif pour le première et le deuxième année, donc le texte expositif, il a une visée informative. En plus de ça, si l'auteur va s'appuyer sur des statistiques ou bien des chiffres, ou bien pour bien expliquer son texte, donc on ajoute une autre visée qui est la visée explicative ou bien analyse, voilà, analytique, voilà. Sinon, on a la visée narrative quand on a l'imparfait et le passé simple. Voilà, les temps du récit, il va raconter l'auteur, donc il va narrer, et on sait bien que les temps du récit, c'est l'imparfait et le passé simple. L'imparfait est utilisé dans la description, le passé simple aussi pour raconter des événements. Le passé simple, il est plus utilisé à l'écrit qu'à l'oral. Passé composé aussi, on peut avoir le présent de la narration ou bien le présent historique. On a appelé présent historique en faisant référence au texte historique. Sinon, si on a un je ou bien un nous dans un texte historique, le texte historique va prendre une dimension argumentative. Donc on va dire que le texte historique est un type témoignage. Donc la visée, on aura besoin pour faire le compte rendu objectif, bien sûr. Donc chaque texte a une visée communicative précise. Donc le texte historique a une visée communicative informative, explicative, narrative et argumentative si on a un témoignage. Si on a un je ou bien on a un nous dans le texte historique. Donc l'auteur ou bien l'historien, il va pas, non seulement il va être narrateur, mais il va être un personnage impliqué qui a vu l'événement historique en question. Donc on a vu aussi que le texte historique est caractérisé par la chronologie, par la date, par l'événement, donc le lieu, l'évolution des événements. Donc on a donné des exemples. 1830, c'est la colonisation de l'Algérie. 1954, c'est le déclenchement de la révolution algérienne. Et 1962, c'est l'indépendance de l'Algérie. Donc vous voyez que ces trois événements, c'est l'axe principal de notre histoire nationale. Donc, sont donnés en chronologie. Ça veut dire d'après les dates, l'ancienne date ou ensuite que la nouvelle date. Ça veut dire l'évolution et la chronologie. Donc on a vu aussi la nominalisation. Les phrases nominales sont utilisées beaucoup dans le texte historique. Pourquoi? Parce que la phrase nominale va donner rapidement l'information plus que la phrase verbale. Donc on a vu aussi dans le texte historique le discours rapporté, un discours direct et indirect. Si on a un personnage, un témoignage, celui qui a participé à l'événement en question, on a vu le 8 mai 45, les événements du 8 mai 45, où Farhad Abbas, il a témoigné, il a raconté, il a donné des propos. Donc on a vu aussi la grammaire du discours direct vers la transformation, ou bien quand on va sauter d'un discours à un autre, donc la transformation du discours direct au discours indirect. On a bien expliqué si le verbe introducteur est présent, le verbe entre guillemets ne changera pas de temps au discours indirect. Sinon, s'il est au présent ou bien au futur simple, pardon. Sinon, s'il est au passé, on n'a que 4 temps qui vont changer. Le présent va être l'imparfait. Le passé composé plus que parfait. Futur simple, le conditionnel présent. Et futur antérieur, le conditionnel pas passé. Voilà, on n'a que 4 temps, que ces 4 temps qui vont changer. Sinon, on a aussi des indicateurs de temps et des lieux qui vont changer quand on va sauter d'un discours à un autre. Voilà. On a vu aussi dans le texte historique, on a parlé de les indicateurs de temps. Voilà, un indicateur de temps, c'est un nom. C'est des mots qui vont servir à situer l'action dans le temps.
Voilà. Sinon, on a parlé du moment de l'énonciation. Donc, le moment de l'énonciation, c'est quoi? Généralement, on va dire le présent atemporel, le présent de vérité générale. Mais le moment de l'énonciation, il a relation aussi avec le texte. Donc, si le texte a pour titre, par exemple, les événements de 8 mai 45, donc le moment d'énonciation ici, c'est le 8 mai 45. Donc, l'auteur, quand il va raconter l'événement en question, les événements de 8 mai 45, les événements de Gelma, Steve Khanata, voilà, qui ont généré plus de 45 000 morts en Algérie. Donc, il va toujours retourner à la source, c'est-à-dire au présent. Pour lui, le présent de vérité générale, le point de départ, c'est le 8 mai 45. Donc, s'il va dire 9 ans après, donc 45 plus 9, on est en 54. Ça veut dire le déclenchement de la révolution algérienne. Donc, il va dire 9 ans après, on a la révolution algérienne s'est déclenchée à Khanchla. Donc, pour nous, le moment d'initiation, c'est bel et bien le 8 mai 45. Donc, le moment d'initiation de l'auteur, c'est le temps où l'auteur va narrer son événement historique. Donc, sans le thème abordé, ou bien l'idée générale, ou bien l'événement historique en question. Il parle de quoi? Est-ce que c'est l'indépendance? Si l'indépendance de l'Algérie, le moment d'initiation ici, c'est le 5 juillet 1962. Donc, le moment d'initiation, il faut faire attention, c'est un peu difficile. Il faut qu'il y ait un repère. Il faut que vous ayez un repère dans votre tête. Parce que le moment d'initiation, c'est l'événement historique en question que l'historien ou bien le narrateur va le raconter. Donc, rapidement, on a vu tout ça. On a parlé aussi de l'évolution, la chronologie. On a parlé aussi de l'objectivité et la subjectivité. La subjectivité, elle est claire et nette. C'est, on a un texte historique type témoignage. Donc, l'auteur, il est subjectif par le pronom personnel je, ou bien le pronom personnel nous, ou bien par les adjectifs, ou bien par les expressions, les adverbes, etc. Donc, c'est très facile à trouver les marques de modalisation. Si l'auteur, il est objectif, c'est un historien, il va se mettre en écart au profit des événements et des personnages historiques. Mais quand même, il y a un degré d'objectivité. Généralement, le degré d'objectivité de l'auteur, il n'est pas zéro parce que il va raconter, s'il va raconter des massacres qui ont été commis en Algérie pendant le colonisme français, donc il va utiliser des adjectifs péjoratifs ou bien, généralement c'est péjoratif, adjectifs négatifs. Donc sinon, il va utiliser des adjectifs amélioratifs, positifs. À travers ces adjectifs et ces expressions, on peut dire que l'auteur il est présent indirectement ou bien implicitement. Donc explicitement, il est présent par le je et le nous, pardon. S'il est présent par le je et le nous, donc on est dans le texte historique type témoignage. Donc rapidement, c'est tout ce qu'on a fait pendant le premier trimestre. Sinon, on va passer au deuxième trimestre. Donc on a vu aussi le texte argumentatif. Le texte argumentatif, généralement, on a parlé aussi débat d'idées. Donc, soit on est pour, soit on est contre. Soit on a deux personnes qui vont confronter leurs idées. Donc, chacun va défendre son point de vue, soit positif, soit négatif. Si tu vas considérer ton adversaire comme un point de vue négatif, pour lui, c'est un point de vue positif. Quoi qu'il aille montrer les inconvénients de sujet, par exemple. Donc là, le débat d'idées, donc on a la confrontation, soit elle est directe, soit la confrontation entre les deux, on a ce qu'on appelle un modérateur, celui qui va régler le débat. Donc le texte argumentatif, généralement il a une visée communicative, c'est convaincre et persuader. Donc l'auteur, ou bien celui qui va défendre son point de vue, il va le convaincre à travers des arguments et à travers aussi des exemples. Donc il va faire tout son possible pour
que nous, ou bien on va partager son point de vue. Donc soit il est pour, soit il est contre. Ou bien on a un modérateur entre les deux. Le modérateur, celui qui va régler le débat, ça va prendre en exemple les émissions de la télé. Donc il y a des émissions de télé, on a un journaliste entre les deux. Donc une personne contre et une autre personne pour. Donc un journaliste va essayer de régler le débat. Donc il ne faut pas qu'il y ait à la fin un consensus. Ou bien il faut un accord entre les deux. Donc l'essentiel c'est que chacun de ces personnes donc, va essayer de convaincre. Donc le problème c'est que cette troisième personne qui est entre les deux personnes, donc elle va régler le débat, ce qu'on appelle un modérateur. Donc on a vu aussi le texte de, je crois, de Mohamed Dib d'Al-Smetal. Donc il y avait des agriculteurs, voilà, les fellahs qui ont fait des manifestations, voilà, Hamid Sarraj réunit les fellahs, voilà, et il va essayer d'entendre ce que ces agriculteurs voulaient exprimer comme point de vue. Alors il y avait, pourquoi on a un modérateur entre les deux pour que le débat, on n'aura pas une dispute à la fin. Parce que vous savez que chaque personne va défendre son point de vue, donc il faut entendre. Il faut que l'autre personne, il faut être calme et il faut bien entendre les arguments du premier pour que je puisse le répondre tout en essayant de le convaincre, bien sûr. Voilà. Donc, on a vu Hamid Sarraj, voilà. Donc, le texte argumentatif. Donc, il y a une visée communicative, c'est convaincre et persuader. Donc, on a vu les OGM, voilà. Donc, on a parlé aussi les organismes génétiquement modifiés, voilà, c'était à la page 83. Donc, faut-il dire la vérité aux malades? Donc, si vous vous souvenez, donc le texte argumentatif, donc il a une visée communicative, c'est convaincre et persuader. Voilà, donc on a vu le pour et le contre, la thèse, l'antithèse, voilà, argument, contre-argument, et chacun va essayer de donner les arguments logiques et rationnels pour que l'autre, ou bien l'adversaire, puisse être convaincu, voilà. Ou bien pour que nous, si on voit ce débat, on va essayer à la fin de faire une conclusion dans notre tête, une conclusion entre les deux. Donc, je fais cette chose, mais j'évite aussi toujours les inconvénients ou bien les aspects négatifs. Donc, on a aussi, au niveau du troisième trimestre, on a parlé du texte exhortatif. Donc, le texte exhortatif, la visée, c'est faire réagir. Voilà, convaincre pour faire réagir les gens. Donc, on a parlé, les thèmes abordés, c'était la solidarité, la protection de la planète, toujours au début. Donc, toujours au début, il faut qu'il y ait une situation négative. Donc, soit on a un texte, soit on va l'appeler texte exhortatif, soit l'appel. Donc, il y a une visée argumentée pour faire réagir. Donc, d'abord, on sensibilise les gens. Donc, le texte exhortatif, on a trois parties dans le texte exhortatif. D'abord, on expose, ensuite, on argumente, et à la fin, on lance l'appel. Donc, l'appel, il est lancé que dans les paragraphes généralement. Donc, le texte exhortatif, exhorter les gens, les inciter, lancer un appel. On utilise le mot impératif, on utilise l'expression de but, on utilise aussi les verbes modaux, verbes de modalité, falloir, devoir et pouvoir. On a vu tout ça avec détail. Voilà, on utilise aussi les verbes performatifs. Voilà, je prie, j'appelle tout le monde à mobiliser ou bien à nettoyer notre quartier. Donc, toujours, on a les thèmes de solidarité. Donc, toujours contre la pollution, contre les guerres, pour la paix. Toujours, ces thèmes sont abordés dans le texte exhortatif. Dans la grammaire utilisée dans le texte exhortatif, c'est les verbes modaux, falloir, devoir et pouvoir, les verbes performatifs, le mode impératif et l'expression de but. Et pour les langues et les LPH, donc, on a aussi un quatrième projet. On a ce qu'on appelle le récit fantastique ou bien le récit imaginaire qui a une visée communicative. C'est faire, surtout, on va imaginer, exprimer son imaginaire. Donc, dans le texte, dans le récit, on va raconter pour imaginer. Donc, le récit fantastique,
c'est un récit imaginaire. Ça veut dire le récit fantastique, c'est que l'imagination n'a pas de limite. On a vu au niveau de première et deuxième année, première année, on a parlé du récit le récit imaginaire, le récit fictif, Blanche-Neige, les sept nains. On a parlé aussi, on a vu aussi beaucoup d'exemples, les contes, les mythes, etc. Donc le récit fantastique, c'est que l'imagination n'a pas de limite. Dans un texte narratif, ou bien dans le récit imaginaire, le récit fantastique, les personnages, on peut imaginer n'importe quoi. Donc, alors que le personnage, on commence toujours par un personnage simple, mais après, on va voir aussi pour les langues et les LPH, on va ajouter ça comme projet numéro 4, c'est que l'auteur, il a pour but, c'est perturber le lecteur ou bien le mettre dans un monde d'angoisse et de peur. Donc les adjectifs et les expressions utilisées dans le texte narratif, c'est toujours la peur et l'angoisse. Donc on va voir qu'on commence toujours par un personnage banal, simple, et après on va à un événement qui va perturber tout le déroulement de l'histoire pour passer à la peur. Donc c'est que dans le texte de récit fantastique, on imagine tout. Donc, c'est le projet de l'imagination. C'est une histoire imaginaire, fantastique. Ça veut dire les personnages, l'imagination n'a pas de limite. On peut voir un nez, le nez, voilà, le texte du nez, voilà, qui bouge. On peut voir une chaise qui parle. On peut voir aussi un arbre qui vous parle. Donc, c'est que l'imagination, la main, voilà. Donc, c'est très intéressant. Aussi, le nez à la page 180. Donc un nez, des personnages, vous voyez que toujours l'auteur va commencer par des personnages simples et à la fin, c'est que la décision hasardeuse, voilà, on va voir ça avec détail aussi. Donc c'est que cette révision, c'est général, donc ce que vous allez retenir, c'est que chaque type de texte a une visée communicative précise. Donc on a un texte historique, on a le texte argumentatif, débat d'idées, on a le texte exhortatif et pour les langues et les LPH, on a le texte narratif ou bien le récit imaginaire, le récit fantastique. Pour le récit historique, la visée, c'est informer. Si on a des statistiques ou bien des chiffres, on a expliqué. Si l'auteur va narrer, un parfait passé simple, c'est narratif. C'est le témoignage, c'est visée argumentatif. On a 4 visées dans le texte historique. On a une seule visée dans le texte argumentatif, convaincre et persuader. Débat entre les deux, il y a un modérateur qui va régler le débat. Le texte exhortatif, c'est argumenter pour faire réagir. On fait un appel aux gens, soit pour protéger la terre, soit pour être solidaire, aider les pauvres, soit pour nettoyer le quartier. Donc toujours, il faut qu'il y ait un appel. J'utilise les verbes modaux, verbes de modalité et les verbes performatifs. J'appelle tout le monde, je demande, etc. Pour le texte narratif, donc c'est que on va exprimer, vous allez exprimer votre imaginaire. C'est que l'imagination n'a pas de limite. C'est un récit imaginaire et réel, dont les personnages sont imaginaires. On peut imaginer n'importe quoi dans le texte narratif. Donc ça, rapidement, on a fait une révision concernant les 4 projets. 3 projets pour gestion matérielle scientifique et pour les LPH et langues, on va ajouter du texte narratif. Voilà. Donc à tout de suite, on va voir ça avec détail et on va voir le compte.